bienvenue à tous à cette première séance de notre dernière journée. Donc mon nom c'est John Stuckey et puis donc je dirige la division de la gestion des matériaux et des produits chimiques à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Prochaine diapo. Voilà, cette séance va se concentrer sur le contrôle des flux de mercure dans les maps par rapport aux mines d'or. Après une brève introduction, il y aura 3 intervenants. Il y aura ensuite donc une discussion ou bien une séance questions-réponses et nous pourrons clore la séance. Prochaine diapo. Alors, nous allons nous focaliser pendant cette séance sur les flux de mercure qui sont utilisés dans le secteur orpaillé et aussi bien par rapport à la convention Minamata qui dit que le mercure devrait être éliminé de l'environnement. Vous pouvez voir sur cette diapo comment le mercure est utilisé. C'est rapide, c'est peu coûteux, c'est très simple et disponible. Et prochaine diapo, là, on peut voir en rouge les quantités de mercure utilisées dans les différentes régions du monde. Là, on peut voir qu'en Amérique latine, en Afrique ou en Asie, des montants importants de mercure sont utilisés pour le secteur de l'orpaillage. Alors, concernant cette séance, nous avons préparé 4 questions pour vous. Et j'aimerais vous inviter à utiliser la fonction sondage à droite de votre écran pour répondre à ces questions. La première question est: quelle proportion de mercure est utilisée illégalement dans le secteur de l'EMAP? Est-ce que c'est autour de 35%, 50% ou 65%? Utilisez la fonction sondage à droite de votre écran pour répondre. Et maintenant, regardons les réponses que vous nous avez fournies. Eh bien, c'est A. Donc, en effet, donc c'est entre 400 et 1000 tonnes de mercure estimées être utilisées annuellement. Et cela indique qu'il y a un manque d'information, parce que l'information importante ici, c'est que la proportion est minimale par rapport à ce qui est utilisé par rapport à l'or. Alors, deuxième question. Alors, quel pays était le premier importateur de mercure en 2021, l'année dernière? Est-ce que c'était le Togo, l'Inde, la Bolivie ou la Russie, d'après vous? Et là encore, vous avez la possibilité de fournir votre réponse à droite de votre écran. Alors, voyons les réponses. La Bolivie, voilà, avec un total de 140 tonnes de mercure importé, exporté, voilà. Et la troisième question. Alors, quel pourcentage du mercure va à l'EMAP dans l'Afrique subsaharienne? Est-ce que c'est 40%, 60% ou 80% d'après vous? Alors, si vous avez bien regardé la carte mondiale, vous auriez certainement vu la réponse. Alors, regardons les réponses. Alors, en effet, oui, c'est la réponse C. Il est estimé que 80% de toute la demande du mercure est utilisée dans le secteur de l'orpaillage. Et encore une question. Alors, quelle quantité de mercure a été utilisée aux Philippines dans le cadre de ce projet en 2016? 25 tonnes, 75 tonnes ou 125 tonnes pour l'orpaillage? C'est votre dernière opportunité de répondre à cette question à droite de votre écran. Alors, regardons maintenant la réponse correcte. Eh bien, c'est la B. Là, nous avons donc
entre 35 et 105 tonnes de mercure qui a été utilisé aux Philippines. Donc, oui, 75 tonnes, oui, ça va. Et c'est assez significatif parce qu'il y a eu en plus 428 kilos importés de manière illégale. Alors, avec cela, nous avons fini notre quiz. Merci beaucoup d'avoir participé. Et maintenant, commençons avec notre première présentatrice, Madame Yun Isiani, qui travaille au ministère de l'Environnement dans la République d'Indonésie en tant que contrôleur principal de la pollution. Et entre 2014 et 2020, elle était donc aussi bien la directrice sur la gestion des substances dangereuses. Elle a aussi travaillé à la déclaration de Bali de manière significative et nous allons donc maintenant pouvoir lui donner la parole. Oui, très bien. Est-ce qu'on peut très bien vous entendre? Merci beaucoup pour cette introduction. Et merci de m'avoir invité à participer à la séance d'aujourd'hui. Chers invités, chers participants. Alors, une des choses importantes par rapport à la déclaration de Bali, c'était pour combattre, bien entendu, le négoce illégal du mercure. Et elle a donc été les pays adhérents ont donc ratifié cette déclaration. Et alors, pourquoi est-ce que l'Indonésie a proposé la déclaration de Bali? Eh bien, il y a différents facteurs, bien entendu, qui ont contribué à cette déclaration, à l'élaboration de la déclaration de Bali. Alors, premièrement, le fait que le négoce du mercure illégal avait augmenté de manière significative par rapport au mercure. Et puis, et comme, donc, aussi bien selon les différents rapports, les rapports de l'EMAP, il y a le secteur de l'orpaillage a été le secteur qui a contribué en majorité à ce négoce illégal. Et il était nécessaire d'entreprendre une action collective par rapport à cela pour combattre le négoce illégal du mercure. Et pour éviter, bien entendu, de continuer d'avoir une grande concentration en Asie, en Afrique subsaharienne et en Afrique. Et entre autres, le négoce illégal transfrontalier. Il était donc nécessaire de renforcer les opérations mondiales pour combattre cela en Indonésie. C'est là où les partis participants à la déclaration ont décidé donc d'œuvrer de concert. Prochaine diapo. La déclaration de Bali est une déclaration non contraignante. Et c'est donc un engagement politique proposé sous la présidence de l'Indonésie. Et concernant cette déclaration, elle est là donc pour soutenir la convention de Minamata et puis elle est donc non contraignante et non négociée telle que mentionnée ou telle que voulue, mais elle est là pour créer une sensibilisation sur le négoce illégal ou le commerce illégal du mercure. Et bien entendu, pour selon l'article 7, point fort, il y a donc 3 objectifs de la déclaration de Bali, notamment la charte veut
intégrer tout ce qui a trait à la lutte contre le mercure au travers d'une coopération bilatérale concernant le commerce du mercure. Et puis, à long terme, cela vise à inclure une gouvernance contre et des lignes directrices contre le commerce illégal du mercure. Et cela nous permettra de lutter contre cela et de se renforcer nos opérations sur le terrain qui soutiennent la Convention de Minamata quant à pour protéger les générations futures contre les effets néfastes du mercure. Prochaine diapo, je vous prie. Donc, il y a, tel que mentionné dans la déclaration de Bali, par rapport à sa mise en œuvre ou sa mise en effet. Voilà, il y a donc les 4 piliers tels que vous les voyez ici, encourager donc la coopération internationale et la mise en œuvre et la surveillance de celle-ci, de cette déclaration, encourager aussi bien un environnement propice et des politiques et des réglementations et d'autres mesures internes qui seront mises en place. Et ensuite, vous avez la promotion de l'éducation, de la recherche et des études. Et dans différentes juridictions, on s'attend à ce que des mesures soient mises en œuvre, des mesures de transparence, bien sûr, concernant ces réglementations et de créer donc une plateforme pour les médias sociaux qui faciliterait l'éducation, la recherche et les études à ce sujet. Et puis, nous voulons promouvoir davantage les connaissances pour établir au travers de réseaux pour les pays qui partagent les mêmes idées quant à la déclaration de Bali pour le partage d'informations. Nous pourrons aussi développer des curriculums pour les études ou la recherche et finalement promouvoir la coopération des parties tierces telles que les donateurs, le commerce en ligne, le renforcement des capacités et l'assistance technique pour les pays qui en auraient besoin et qui pourraient bénéficier de la déclaration de Bali et pour combattre ce commerce illégal au niveau national, régional et mondial. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, maintenant, la voie à suivre par rapport à cette déclaration de Bali, nous nous voulons avoir un programme à long terme, à court terme et à moyen terme. Donc, je dirais que il est nécessaire d'intégrer cette idée de combattre ce concept pour combattre le mercure concernant le commerce au niveau mondial. Il faut réduire ce commerce, rechercher l'origine, les racines, et puis recueillir toutes ces informations. Ensuite, cela nous permettra de recueillir des données à ce sujet, d'organiser des campagnes contre le commerce illégal du mercure et d'obtenir la participation du public.
pour les programmes, on pourrait se concentrer sur promouvoir une coopération tangible entre les pays partageant ces préoccupations et aussi un échange d'informations, transfert de technologies et la coopération pour déterminer, identifier le commerce illégal du mercure. Et bien entendu, pour notre programme à long terme, nous sommes en train de proposer alors une gouvernance à l'international afin de combattre le commerce illégal du mercure. Et bien entendu, nous devons prendre en compte les pays qui sont affectés par ce commerce illégal du mercure. Nous suggérons que le secrétariat facilite ce processus et soutienne le groupe de travail adéquat. En outre, le gouvernement en Indonésie va déployer des efforts, et ceci afin de réaliser les objectifs de la déclaration de Bali. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous espérons que les parties prenantes vont s'engager afin que nous puissions ensemble déployer des efforts et soutenir notre engagement essentiel afin de laisser le mercure dans le passé. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Mademoiselle Insame, pour cette présentation détaillée sur la déclaration de Bali. Permettez-moi de vous redire qu'il est possible de poser des questions, et ceci à nos participants, en utilisant la boîte de discussion sur la droite de votre écran. Maintenant, nous allons donner la parole à Monsieur Peter Maxson, qui est le directeur de Concord East-West, une entreprise de consultation basée à Bruxelles. Il a travaillé sur des problèmes environnementaux pour plus de 2 ans. Ses priorités actuelles incluent la promotion de la transparence dans le commerce international du mercure, et notamment il travaille sur la recherche à cet égard. Monsieur Maxson va nous donner alors une vue d'ensemble sur le commerce global du mercure et sur les statistiques et nombres actuels en prenant en compte les tendances globales. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je vais assumer que tout le monde peut m'entendre. Bonjour, très bon après-midi et très bonne soirée à vous tous. Et ceci dépend de votre localisation géographique. Alors, je vais vous donner une vue d'ensemble bref sur les tendances globales et le contrôle du commerce du mercure, formel et informel. Et je vais aussi vous présenter quelques suggestions sur le contrôle et sur le commerce illégal du mercure. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, je sais très bien que cette diapo est un tout petit peu complexe, mais afin de comprendre le commerce du mercure, il est important de comprendre l'utilisation principale du mercure. Alors, il y a, comme vous pouvez le voir, un quart de ce mercure est utilisé dans le développement des produits qui contiennent du mercure. En outre, euh, euh, un certain pourcentage utilisé pour le développement alors de la chlorure de vinyle. Et depuis 2015, nous avons vu que les MAP utilisent abondamment le mercure, et nous avons même des estimations qui surpassent les 1 000 tonnes par an. Diapo suivante, s'il vous plaît. En prenant en compte l'activité de l'EMAP régionale, comme Jérôme l'a déjà mentionné, alors l'Afrique subsaharienne utilise 21% du mercure, alors que le sud de l'Amérique et l'Asie orientale et occidentale utilisent à peu près 40%. Alors, les sources du mercure. L'extraction du mercure reste alors, bien entendu, la source primaire de ce mercure. Or, il y a eu un changement dans les années précédentes. Alors, ce mercure venait des mines du Kyrgyzstan, de
de la Chine et de l'Espagne, mais actuellement, ce mercure provient des opérations artisanales d'extraction, comme ces opérations à Jakarta qui sont montrées ici, voilà, en Indonésie et au Mexique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voici une opération au Mexique. Comme vous pouvez le voir, la torréfaction du mercure est différente, un tout petit peu, alors est différente, comme vous pouvez le voir. Le cinabre euh, est utilisé après le mercure en est extrait afin qu'il devienne du mercure liquide. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, nous avons deux diagrammes sur le commerce global du mercure en 2015, 2005 et après la diapo suivante représente ce commerce en 2017. En 2005, nous voyons que la majorité de ce commerce est passé par l'Europe comme le plus grand fournisseur était basé au Royaume-Uni. En 2017, comme vous pouvez le voir, l'Union européenne et les États-Unis ont interdit voilà, le commerce du mercure et comme vous pouvez le voir, il y a d'autres centres, euh, par exemple Hong Kong, les Émirats arabes unis et sont devenus voilà, les fournisseurs ou les commerçants principaux du mercure. Diapo suivante, s'il vous plaît. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, en 2017, il y avait seulement un tiers du mercure, du commerce du mercure qui a été rapporté. Et ceci en comparaison avec 2018, malgré le fait que les tendances n'ont pas changé. Nous pouvons voir qu'en 2013, il y avait alors encore plus de commerce de mercure qui se passait à l'extérieur voilà, du système gouvernemental, du système reporté, etc. Diapo suivante, s'il vous plaît. Afin de regarder de plus près le commerce dans quelques pays. Comme nous pouvons le voir au Pérou, les importations qui sont montrées ici en rouge sont utilisées et qui sont utilisées principalement pour les maps ont été restreintes en 2014. Or, les importations formelles ont augmenté. Or, en Bolivie, ces importations ou ces exportations n'ont pas été restreintes. Alors, le Pérou n'utilisait pas moins de mercure durant les activités de l'EMAP, mais le mercure trouvait d'autres manières de s'infiltrer dans le pays, par exemple à travers le commerce illicite ou informel. Diapo suivante. Il y a beaucoup d'informations sur cette diapositive, mais elle montre les sources extérieures, par exemple le Mexique, la Turquie. Ce sont des sources du mercure qui intègrent l'Amérique latine. Nous pouvons voir le Guatemala, le Brésil aussi, les points de transit du mercure entre les pays, les localisations des stations du contrôle au Brésil, des frontières au Brésil par exemple, etc. Lorsque nous nous attardons sur la Colombie, nous pouvons voir que le mercure rentre alors au Venezuela à travers voilà, l'espace aérien, à travers le Mexique, à travers l'espace maritime au Panama, etc., comme vous pouvez le voir. Alors, alors que les flux informels de commerce ont été établis, il est vraiment difficile de tracer, de surveiller ces routes. Diapo suivante. Alors, les difficultés de renforcer le contrôle de ce commerce sont le résultat de beaucoup de défis à plusieurs niveaux. Bien entendu, les opérations de l'EMAP sont dangereuses, sont informelles et sont faites à distance. Les opérateurs et les commerçants ont, n'ont pas non pas seulement la plus grande puissance, mais non pas d'incitation et d'encouragement afin de ne plus utiliser ce mercure. En outre, beaucoup de régions de l'EMAP ne sont pas très bien gouvernées et il n'y a pas de contrôle, de station de contrôle des frontières, la communication, la coopération entre les institutions nationales et au niveau international est aussi vulnérable.
Juste quelques diapos à propos de l'inspection et de la surveillance. Comme ma collègue l'a déjà mentionné, la déclaration de Bali met l'accent sur la nécessité d'une observation meilleure du commerce du mercure, et ceci afin de mettre fin aux racines du commerce illégal du mercure. Permettez-moi de vous donner deux commentaires sur les inspections et les observations. Alors, l'inspection est un exercice de contrôle, un exercice de surveillance où il n'y a pas de suspicion. Comme vous pouvez le voir, nous avons les évaluations des risques, les priorités qui doivent être établies, la promotion des plans d'action, notamment prenant en compte les ressources, la coopération avec des collègues à l'international et à l'international. Et en outre, il doit y avoir des rapports des résultats qui y ont été obtenus. Alors, une enquête lorsqu'il y a quelconque suspicion d'actes répréhensibles ou preuve d'actes répréhensibles, il y a bien entendu beaucoup d'étapes préalables. Par exemple, l'identification d'objectifs, l'identification de mesures qui doivent être prises en compte et bien entendu l'obtention de preuves. Cette enquête implique par exemple identifier des entreprises visées ou des individus en utilisant l'intelligence, en utilisant euh, des témoins par exemple ou des informateurs. En outre, il doit y avoir une collecte d'une série de documents relatifs à cette enquête et qui sont spécifiques à ces commodités, disons, commercialisées. Après, les techniques utilisées doivent être optimales aussi. Alors, je pense que le temps qui m'est imparti s'est écoulé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter, parce que en ce temps record, vous nous avez donné des informations sur les tendances du commerce illégal du mercure. Vous nous avez parlé des défis, etc. Maintenant, je vais donner la parole à Miss Marcella Hunter, qui est une analyste senior à l'initiative globale contre le crime transnational. Elle travaille sur les crimes qui sont liés à l'or, sur le développement des réponses contre le crime organisé, entre autres. Marcena va nous donner une vue d'ensemble sur la situation de flux du mercure et de l'or dans l'Afrique de l'Ouest. Alors, Marcena, la parole est à vous. Merci beaucoup, Jérôme, et merci de m'avoir invité afin que je fasse partie de ce forum vraiment intéressant. Alors, je vais parler à propos du fait de mitiguer les flux illicites du mercure et de l'or en Afrique de l'Ouest. Voilà. Ceci faisait partie d'un rapport qui a été soutenu par l'ONU-DI. Alors, c'était mon collègue Dominique Alecapogro qui allait présenter cette intervention. Alors, je voudrais vraiment le remercier et aussi je voudrais remercier Salman Pafo qui travaille au Ghana. Alors, ils étaient vraiment des acteurs clés dans la préparation de cette recherche. Alors, cette recherche a été réalisée en 2018. Alors, tous ces résultats sont pertinents aujourd'hui, mais permettez-moi de partager avec vous qu'est-ce que nous avons identifié, les changements et les jalons. Alors, l'utilisation du mercure durant les maps, bien entendu. Le mercure est utilisé dans l'Afrique de l'Ouest durant les activités de l'EMAP. Nous avons le Ghana, la Burkina Faso et le Mali où le mercure est utilisé. Et le mercure est commercialisé à travers des chaînes d'approvisionnement très complexes. Ce sont les commerçants d'or ou les fournisseurs qui y offrent du mercure à ces mineurs et alors ils peuvent sécuriser cette chaîne d'approvisionnement et alors sécuriser le commerce de l'or. Alors c'est un genre de préfinancement, disons. Il y avait une augmentation dans le traitement du cyanure, et ceci en Afrique de l'Ouest, et probablement cette pratique va continuer à s'amplifier. Pourquoi est-ce que ceci est relatif au mercure? Parce que nous ne voyons pas que l'utilisation du mercure
décroît, disons, mais nous voyons qu'il y a un certain traitement nouveau de ce mercure en utilisant le cyanure. Alors comment est-ce que ceci marche? Ceci peut impacter alors la toxicité du mercure, bien, en prenant en compte par exemple ce qui se passe en Indonésie. Et nous voyons qu'il y a une certaine différence avec l'Afrique de l'Ouest. Or, la cyanure rend le mercure plus toxique, plus mobile et plus, et plus dangereux, ce qui amplifie la sévérité de l'impact du mercure. En outre, nous voyons que ceci impacte aussi les flux financiers, les chaînes d'approvisionnement et les dynamiques de puissance dans la région, ce qui va impacter bien entendu les flux de mercure dans le futur. Alors voilà, nous voyons cette tendance d'utilisation du cyanure et nous allons observer, continuer à observer cela, notamment en relation avec le mercure. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le Burkina Faso est un point sensible par rapport à cela. Et puis le mercure arrive dans cette région. Au temps de ma recherche, oui, il y avait différents points d'entrée tels que vous les voyez ici. Et puis, toutefois, depuis que ce rapport est sorti, on a vu aussi que le trafic passait par le Ghana vers le Burkina Faso qui c'est donc par rapport à cette carte qui est un peu plus euh, détaillée par rapport à celle-ci, la carte de Bellas, et par rapport au Ghana et au Burkina Faso. Et nous avons aussi des rapports que cela provient aussi que cela passe par le Bénin et puis à partir du Burkina, cela est diffusé dans le reste de la région par rapport à au cyanide. Donc, et par rapport en outre, par rapport à cela, nous entendons un peu moins parler du Togo quant à la cyanure et par rapport aux données que nous avons, le Togo donc était plutôt au top des petites exportations. Alors si en effet l'or continue à être exporté du Togo, eh bien on pense que cela passe aussi par le Burkina Faso, vers le Mali et puis vers Guinée-Conakry. Et donc, avec le mercure qui proviendrait du Burkina Faso en tant que financement, cela augmente l'insécurité de la région car depuis 2017, le Burkina Faso essaye de faire en sorte d'avoir moins de pertes quant à ces activités minières. C'est pour ça qu'il y a donc le négoce du mercure et l'utilisation de la cyanure. Prochaine diapo. Alors, pour le cadre des acteurs euh, de- quant à la réglementation, nous voyons qu'il y a un manque d'orientation et beaucoup de confusion quant à l'importation du mercure et comment est-ce que cela devrait être traité. Et nous c'est vrai que cela aurait un sens de mieux faire cela et il est nécessaire que les ministères des Finances et des Mines euh, puissent euh, augmenter les taxes quant à ces produits par rapport à une réponse, et ça serait au sein de leur juridiction qu'ils pourraient le faire, ça se relève de leur pouvoir et il est nécessaire de réagir réellement par rapport à ceci. Donc, il est nécessaire d'avoir une action collaborative et des plateformes qui lieraient ces ministères et en particulier une coopération quant au renforcement des capacités des différents organes. Et concernant les douanes, beaucoup n'étaient pas encore au courant des clauses concernant le mercure
mercure, un manque de connaissances ou bien il n'y a pas donc les ressources pour identifier cela sur le terrain. Et par rapport aux données du commerce de par elles-mêmes, il y a aussi beaucoup d'écarts où nous avons vu que certains pays utilisaient des codes de commerce différents pour retracer le mercure et cela rend les choses difficiles d'identifier cela. Et puis par rapport à ces écarts, euh, donc aussi bien les accords de commerce entre les pays et au sein des pays. Donc quelque part, vous avez donc le mercure qui n'est pas permis selon les lois de l'environnement du pays, mais les lois concernant le commerce ne l'interdisent pas. Donc il y a des contradictions ou des écarts concernant ceci. Prochaine diapo, je vous prie. Encore des lacunes à combler. Euh, voilà, donc j'aimerais donc aussi bien dire que je suis tout à fait d'accord avec les intervenants avant moi, que je suis d'accord qu'il faut réagir par rapport aux flux illégaux du mercure et nous avons besoin de diffuser plus de connaissances quant à cela et certains des défis identifiés, les réponses nécessaires sont très pertinentes. Le mercure est utilisé dans beaucoup de lieux mentionnés en Afrique de l'Ouest. Cela devient de plus en plus le cas et crée de l'insécurité et des tensions aussi bien dans la chaîne d'approvisionnement et il faudrait renforcer les capacités des douanes et harmoniser les codes et les réglementations quant à la douane, par exemple, ou par rapport aux lois et aux réglementations. Et puis, il y a aussi des mesures incitatives pour remercier les mineurs qui n'utilisent pas le mercure. C'est peut-être difficile à retracer, mais enfin, je pense que il y a des mesures incitatives qui pourraient habiliter les mineurs à changer leur travail et trouver des solutions sans utiliser du mercure. Merci beaucoup, Marcina, pour cet aperçu de la situation en Afrique de l'Ouest et les solutions que vous avez suggérées pour aborder ces problèmes des flux informels du mercure dans la région. Entre-temps, nous avons reçu quelques questions de l'audience et j'aimerais poser ces questions à nos experts. Et la première est adressée à Madame Insiani. La demande, c'est ça qui augmente les flux illégaux de mercure pour les MAP. Et donc, pour les pays qui ont eu qui n'ont pas réussi à limiter ces flux ou à les réduire, y a-t-il des mesures incitatives qui pourraient être proposées pour contrer cela? Merci pour cette question. Oui, je pense que le mercure implique toutes les parties, les pays qui importent ou qui exportent le mercure, mais il y a un engagement à prendre et donc en tant que fournisseur du mercure, je pense que cela varie de pays à pays et cela dépend de leur situation et de leur économie. Et nous croyons que les pays qui exportent le pays donc expliquent cela au travers de leur situation. Et donc, même donc, s'il y a une convention, cela prend jusqu'à 15 ans avant de changer le statu quo. Et concernant la demande du mercure, eh bien, les mineurs connaissent cette déclaration et sont au courant quant à l'utilisation du mercure et son effet néfaste sur
les sites et ils continuent à l'utiliser car les mineurs toutefois devraient trouver des méthodes alternatives quant à ces réglementations parce que nous cherchons à mettre en œuvre cette convention et ces réglementations. Et par rapport aux interdits de la diffusion, de l'exportation, de la distribution, il faudrait qu'il y ait des dispositions strictes mises en place. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais donc poser une question à Peter de vos diapos. Il y a eu donc une transition quelque part par rapport au centre de commerce ces dernières années. Envisagez-vous d'autres changements? Eh bien, c'est difficile de dire, hein. Comme vous le savez. Euh, C'était un peu une surprise, ces changements. Donc, on a essayé de fermer de grands centres de commerce du mercure dans les années 2000 et on espérait réduire les fournisseurs ou l'approvisionnement en mercure. Et oui, nous avons toutefois tiré des enseignements assez durs par rapport à cela. C'est que ça va réapparaître ailleurs. Et le, c'est vrai que l'extraction artisanale au Mexique a été, au Mexique, pour le Mexique, ça a été le cas. Et nous ne savions pas ce qui se passait en Indonésie. C'était assez surprenant pour nous. Mais bon, vous savez, c'est toujours possible et nous espérons donc pouvoir réduire cela donc en travaillant en parallèle sur les deux, les fournisseurs et la demande au travers de nos diverses opérations. Merci beaucoup, Peter. Alors, encore une question pour elle est de Ken Davis. Marcine, vous avez déjà mentionné les différentes actions requises et Ken Davis mentionne qu'il est nécessaire d'avoir une priorité par rapport aux interventions. Alors, par rapport au coût ou à l'efficacité, il y a trois options. Ça serait donc de restreindre donc l'approvisionnement du mercure et puis de prévenir le commerce illégal ou faire en sorte qu'il y ait une technologie sans mercure qui soit mise à disposition des mineurs. Si vous deviez choisir une de ces options, laquelle choisiriez-vous? C'est une question intéressante. Alors, je pense que là où il y a un défi, c'est que euh, les maps, c'est assez compliqué. Vous savez, on parle ici d'une population vulnérable la plupart du temps. Donc, si on veut interdire quelque chose sans soutenir la population des mineurs, eh bien, nous portons atteinte aux personnes vulnérables, car là, bien entendu, le mercure aura plus de valeur en faisant cela. Mais si en parallèle, nous utilisons un équipement qu'on peut mettre à disposition des mineurs sans mercure, là, je pense qu'on pourra avoir un plus grand succès et à grande échelle. Il y a de très bons exemples à petite échelle, mais ce n'a pas à large échelle, apparemment, cela n'avait pas trop bien fonctionné, mais par rapport
aux restrictions, comme Peter l'a mentionné, vous savez. C'est comme un ballon, vous savez, le crime organisé, vous pressez d'un côté du ballon et ça sort de l'autre, donc de l'autre côté. Voilà, donc quelque part, ça augmente de l'autre côté, c'est un peu comme ça. Et puis, c'est comme une chimère, vous coupez une tête, mais il y en a encore tellement et ça sort de partout. C'est difficile, hein. Je pense que on si on regarde le coût et l'efficacité maintenant pour une technologie sans mercure pour les mineurs, je pense que ça serait peut-être l'option la plus coûteuse, peut-être pas en termes de coût-efficacité, mais bon, je pense que ça serait quand même quelque chose à envisager. Donc merci beaucoup pour toutes ces questions, pour toutes ces réponses plutôt. Et Madame Insiani maintenant. La déclaration de Bali n'est pas alors un document juridiquement contraignant jusqu'à aujourd'hui. Alors est-ce que vous pensez qu'il y aura un risque qui provient des pays qui ne vont pas respecter cette déclaration et qui vont impacter négativement les objectifs de cette déclaration, disons? Oui, merci beaucoup. Oui, je pense que lorsque nous avons une compréhension commune, un engagement commun, les pratiques néfastes, bien entendu, vont impacter d'une manière négative ce qui se passe, parce que ces pays qui n'adhèrent pas à cette déclaration ne vont pas être capables de contrôler le commerce, l'exportation, etc. Ceci va augmenter les risques, ceci va mettre en danger l'environnement, la santé humaine, et, euh, et ceci parce que l'obtention du mercure peut se faire d'une manière illégale. Mais cette déclaration reflète clairement la position de l'Indonésie sur le commerce du mercure. Merci, merci beaucoup, Miss Insiane. Alors, revenons vers Peter avec la question suivante. Nous avons vu à travers votre présentation qu'il y a beaucoup d'estimations en ce qui concerne le commerce global du mercure et notamment il y a une absence de données. Comment est-ce que vous pouvez vous pensez que nous pouvons améliorer cela, recevoir des données plus détaillées, non pas seulement sur le commerce du mercure, mais aussi l'utilisation de ce dernier dans les maps? Alors, je pense Jérôme, à nouveau, vous êtes en train de me poser des questions vraiment complexes, stimulantes aussi, disons. Alors, je pense que l'engagement présent dans la déclaration de Bali et les autres déclarations, alors le fait de tracer le mercure depuis son origine, c'est quelque chose d'extrêmement important. En outre, en Indonésie, un des défis auxquels nous avons fait face est le fait que le mercure est extrait dans ou sur les petites îles et après il a été euh, transportés alors dans des petits conteneurs en tant que minerais ou à travers dans des bateaux à travers la mer, etc. Alors je pense que nous n'avons pas de données. Et si nous n'avons pas de données sur la source de ce mercure, c'est vraiment vraiment difficile de mesurer euh, les informations, la précision de nos informations tout au long des chaînes d'approvisionnement. En outre, le contrôle, les agents des douanes sont formés, par exemple, afin de rechercher la drogue ou les armes, etc. Mais ils ne sont pas formés afin de chercher le mercure. Alors, je pense que plus de formations à ce niveau sont essentielles et les organisations, tout comme celle de Marsena, comprennent comment, comment alors ces opérations de mercure sont réalisées, disons, et nous serons capables, voilà, de promouvoir la traçabilité et d'en savoir plus.
Alors oui, merci beaucoup Peter. Je pense que nous devons commencer par la source et extraire autant d'informations que nous pouvons. Maintenant, je vais redonner la parole à Marcina. Dans une de vos diapositives, vous avez mentionné l'augmentation alors de l'utilisation du cyanure dans la région de l'Ouest, et ceci afin de remplacer le mercure. Est-ce que vous pensez que ceci impacte le flux du mercure dans la région? Je pense que nous ne voyons pas que le cyanure va remplacer le mercure, mais il va le compléter. Nous n'avons pas observé une réduction dans l'utilisation du mercure. Or, je pense que c'est une situation alarmante. Ce que nous voyons avec le cyanure est le fait que c'est une technologie plus coûteuse de traitement. En outre, plus de matériaux sont extraits des mines. Alors, c'est plus profitable de l'utiliser. Mais ce ne sont que les individus qui sont plus riches, plus fortunés, qui sont capables d'utiliser le cyanure pour capturer de plus grandes proportions d'or, ce qui influe les flux financiers euh, et voilà l'or qui est présent dans la région, ce qui engendre plus de crimes et plus d'implications d'acteurs, de criminels. Ce que je pense est le fait que les mineurs artisanaux, les mineurs à petites échelles, qui n'ont pas ces sources, deviennent de plus en plus vulnérables. Alors ils sont plus susceptibles à l'utilisation du mercure. En outre, en ce qui concerne la- les fournisseurs de cyanure, ils peuvent aussi priver les femmes d'opportunités importantes, voilà, parce qu'elles travaillent dans l'extraction aussi. Alors permettez-moi de vous dire que nous n'avons pas vu d'impact direct du traitement par cyanure sur les flux du mercure, mais je pense que dans le futur, ce processus va causer plus de criminalité, va euh, exacerber la vulnérabilité des mineurs et va rendre leur travail encore plus difficile dans le secteur de l'EMAP. Merci beaucoup Marcena parce que vous avez partagé des informations importantes sur l'évolution de l'utilisation du cyanure dans la région de la CEDEAO. Je pense que nous avons alors une question finale à ajouter. Vous êtes tous invités à y répondre. Alors la voilà. Nous nous focalisons beaucoup sur le commerce illégal. Et la question est la suivante. Est-ce qu'il y avait eu quelconque étude sur le commerce légal actuel? Je peux donner une remarque brève en prenant en compte la région de la CEDEAO. Alors, au Ghana, par exemple, vous pouvez importer euh, le mercure d'une manière légale. Mais malgré le fait que l'option est disponible, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en train de l'utiliser. Et dans la région de la CEDEAO, malgré la présence de ces alternatives légales, la majorité de ce commerce reste illégal ou, disons, euh, non déclaré. Permettez-moi de vous dire que les pays multiples adoptent des approches multiples en ce qui concerne, voilà, le commerce légal. Et comme Marcena l'a mentionné, il y a des pays euh, dont les importations et exportations sont illégales. Et bien entendu, nous devons prendre en compte les documents et les conventions pertinentes, comme la convention de Minamata. Or, nous avons besoin de recevoir encore plus d'informations sur le commerce et le comparer avec les informations disponibles actuellement parce que lorsque les réglementations de ces pays changent, il devient vraiment difficile de voir les tendances d'une manière claire. Merci beaucoup euh, pour vos réponses. Alors maintenant, nous allons clôturer cette session sur le contrôle des flux de mercure envers les maps.
Alors, je voudrais remercier nos panélistes parce que vous avez partagé vos connaissances, vos expériences et les informations que vous avez en ce qui concerne le commerce illégal du mercure et l'utilisation de ce dernier dans les activités de l'EMAP. En ce qui concerne les questions qui n'ont pas été abordées, nous allons les collecter et après elles vont être abordées par nos experts et vous allez pouvoir voir les réponses sur notre site web. Alors merci à nouveau chers participants. Et maintenant, je vais vous inviter à rejoindre une des deux sessions parallèles. Vous avez alors session A et session B après une pause de quelques minutes. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être ici avec vous. Merci beaucoup. Merci.